Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir où on parle de cinéma, de BD, d'autres trucs. Mais où est-ce que j'étais? J'étais caché, oui, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est clair, je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette vidéo de fin d'année que j'aime beaucoup à chaque fois, mes tops, mes flops films de l'année. Alors ça a été une année très compliquée effectivement en termes de cinéma, mais personnellement je commence à faire des projets qui commencent vraiment beaucoup à me plaire, notamment un projet qui me prend beaucoup de temps, c'est une série de jeux de rôle hyper immersive, avec des lumières, des musiques, un montage, c'est comme dans un film et c'est dans l'univers de Game of Thrones, voilà, donc je vous mettrai le lien là ou là. Voilà, je vous mettrai si vous voulez aller voir ça. Voilà, ça marche plutôt bien. On n'a pas encore trop de public, mais en tout cas, les gens accrochent de ouf. Voilà, c'est hyper cool. J'en suis très content. Je suis très fier. Donc, si ça vous intéresse, voilà, d'aller vous mater ça. Moi, ça me ferait très plaisir. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller regarder ce que ça donne et à me donner votre avis. Je reviens sur cette superbe année 2020 qui a été, on va pas se mentir, très très compliquée. En termes de cinéma, ne serait-ce que pour y aller en fait. Voilà, donc il y a pas mal de films qui ont été reportés, notamment Dune, qui devait être le film de 2020, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu relou. Pour vous donner une idée, moi je vais voir autour de 45 films par an généralement au cinéma. Et là j'ai réussi à aller en voir 15, un truc comme ça, voilà. Mais avec les plateformes, les trucs comme ça, j'ai quand même réussi à faire un top 10 de mes films préférés. J'en suis très content, je l'aime beaucoup ce top 10, donc j'espère que ça va vous donner des idées, j'espère que ça va vous faire découvrir des trucs. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez découvert des trucs, des petites pépites à côté desquelles je serais passé par inadvertance. En tout cas, j'espère que ce petit top va vous faire rêver. Alors, avant de commencer le top, comme il n'y avait pas de cinéma, on a dû se rabattre sur les séries et ça a vraiment été une année incroyable en séries. J'ai plein de séries dont j'ai envie de vous parler avant de commencer les films. On va aller très vite parce que c'est pas non plus le sujet de la vidéo, mais vraiment je vous les conseille à 1000%. Une de mes plus grosses claques de cette année, c'est The Last Dance. C'est un documentaire sur, disons, la carrière de Michael Jordan dans les Chicago Bulls. Moi, le basket, ça m'intéresse pas du tout. J'ai jamais regardé, j'en ai jamais rien à faire, mais c'est tellement incroyable, c'est super bien fait. T'as ce personnage central de Michael Jordan où tu réalises que c'est déjà, je pense, le plus grand sportif de tous les temps, mais aussi c'est un personnage de film en fait. Le mec a une obsession de la compétition qui vire presque à la folie, quoi. Et c'est super de voir les images d'archives qui sont recoupées avec Michael Jordan aujourd'hui, qui a bien vieilli et qui commente tout ça. C'est hyper émouvant, mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres personnages. Dennis Rodman, c'est des personnages de cinéma aussi. Enfin, il y a des histoires, mais c'est incroyable, quoi. Vraiment, j'ai explosé cette série, je pouvais plus m'arrêter. C'est presque, j'ai envie de dire, ma série préférée de l'année, quoi. Voilà, cette petite série documentaire sur Netflix, je crois qu'il y a 6-8 épisodes. C'est à voir absolument, ne passez pas à côté de The Last Dance, c'est absolument incroyable. La deuxième saison de The Boys, qui était vraiment excellente, aussi bien que la première, des nouveaux méchants, des nouvelles intrigues. Pour ceux qui connaissent pas The Boys, c'est une vision des super-héros ultra trash. J'ai presque envie de dire réaliste dans son traitement, parce que je pense que s'il y avait des super-héros dans notre monde, ce serait exactement comme ça que ça se passerait. Ce serait pas en mode ils défendent la veuve et l'orphelin, non. Ils défendent le plus offrant, celui qui allonge le plus de thunes. C'est juste des gros produits marketing qui sont là à faire tourner une machine. Il y a une grosse critique de Marvel derrière tout ça. Enfin, de ce genre de DC, Marvel, genre, mais surtout Marvel, je pense, ce genre de gros studios qui font la promo de ce genre de contenu. Dans cette série, il y a aussi un côté qui est génial, qui est vraiment over the top. Ultra gore, ultra jouissif, ultra dément, absurde. Si vous connaissez pas The Boys, je vous invite vraiment à regarder ça. Une des meilleures séries de super-héros. J'ai envie de dire presque la meilleure série de super-héros que moi, selon mon point de vue, hein, mais que moi je connaisse, voilà. Excellent, c'est tout à fait génial. Un documentaire en 10 épisodes, je crois, qui s'appelle Don't Fuck With Cats. Alors c'est une histoire vraie. Alors c'est très glauque, c'est l'histoire de gens assez lambda, d'américains, voilà, des gens un peu des quatre coins du monde, qui tombent sur des vidéos d'un homme qui assassine des chatons, voilà, qui les étouffe dans une chambre d'hôtel. Et ces gens-là décident de se regrouper et décident de le traquer pour qu'il se fasse attraper par la police, quoi. Et en fait, ils mettent le doigt dans un truc beaucoup plus grand et beaucoup plus obscur que tuer des chatons. Voilà, bon, tuer des chatons, on est d'accord, c'est déjà bien glauque, c'est pas la joie de base, mais ça vire tellement dans un truc dangereux, gore, enfin vraiment, c'est un polar, quoi. C'est vraiment un polar, et je suis sûr que c'est une histoire dont vous avez déjà entendu parler, qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, et quand tu comprends que le documentaire est lié à cette histoire-là, tu te dis, ah ouais, putain, c'est vraiment chaud. Ce qui est génial aussi, c'est que, comme dans The Last Dance, les gens qui sont interviewés, les gens qui ont vraiment vécu cette histoire, c'est des personnages de film, quoi. Ils sont hyper soit extravertis, soit
soit justement c'est le vieux monsieur un peu nerd qui est chez lui avec ses petites lunettes et qui décide de traquer un criminel. Enfin, c'est super bien fait, super prenant, ça se regarde vraiment comme un polar et t'as ce truc là ultra terrifiant de te dire que c'est vraiment passé quoi. Une série que j'ai découvert cette année et j'ai explosé les 4 saisons, c'est The Crown. C'est la meilleure série Netflix, voilà, je peux pas vous le dire autrement. C'est très marrant parce que vraiment je voulais pas la regarder parce que la royauté anglaise, j'en ai absolument mais rien à taper, mais vraiment ces gens-là, que les Anglais continuent à payer des impôts pour entretenir ces gens-là, c'est leur problème si vous voulez. Voilà. Mais vraiment je me disais mais je m'en fous en fait de ces gens. La série est pas du tout faite à la gloire de la couronne en fait. Une fois que t'as passé le constat de départ qui est de dire ok bah ces gens-là se pensent supérieurs, dirigent le pays et héritent de ce pouvoir par leur descendance, c'est vraiment une série qui va te dire ok maintenant qu'on a statué là comment on réussit à préserver la couronne, comment on réussit à la protéger, à conserver ce statut-là, et comment on réussit à le défendre. Mais c'est passionnant. Les arcanes du pouvoir de la couronne d'Angleterre, mais c'est vraiment un truc de ouf. Hein. En tout cas, la série arrive à la rendre absolument palpitant, quoi. Et chaque épisode, c'est une espèce de micro-histoire, une espèce de un nouveau danger qui va mettre à mal la couronne et ils vont essayer de voir comment ils rebondissent, comment ils s'en sortent, comment ils réussissent à avancer malgré ça. Bon, je passe sur les décors, les costumes, tout ça qui est absolument magnifique. Les acteurs, mais Claire Foy, parce que la reine d'Angleterre vieillit évidemment, donc l'actrice change au fur et à mesure des saisons. Incroyable, incroyable, enfin il n'y a pas un acteur qui est à côté. Casting de malade, vraiment des situations de tension. C'est ça qui est cool, c'est que ça montre que ces gens-là sont profondément humains, mais ont un statut supérieur qui leur fait perdre leur humanité, en tout cas qui leur fait totalement se détacher des gens un petit peu lambda quoi. Et c'est trop bien quoi de voir comment la couronne brise les gens, brise les individus, les conditionne. Le prince Charles qui est quelqu'un de très sensible, tu te dis ok bah c'est bien, c'est quelqu'un qui va amener un petit peu de renouveau dans justement la couronne, c'est quelqu'un qui va réussir à changer les choses. Et en fait le poids de la couronne le brise totalement, ça devient presque un monstre en fait. Il est tellement brisé que lui-même devient tortionnaire avec Lady Di. Enfin franchement c'est exceptionnel. C'est une de mes séries préférées, hein. Vraiment je l'ai binge-watché, je l'ai explosé, il y a tout qui est parfait dans cette série quoi. Je suis un peu moins fan de la saison 4 parce qu'il y a Margaret Thatcher et je trouve que le traitement qui est fait des premiers ministres tout au long de la série n'est pas assez politique en fait. Il s'intéresse plus à l'individu, à la personne, à sa vie de famille, mais quand t'as un monstre comme Churchill ou Thatcher, excusez-moi Thatcher, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, bon moi je l'aime pas, hein, voilà, je vais pas le cacher. Thatcher c'est libéralisme, Thatcher c'est les mineurs qu'on laisse crever, Thatcher c'est l'ultra-libéralisme. Thatcher, c'est les membres de l'AERA qui meurent de la grève de la faim. Enfin voilà, il y a plein de trucs à parler en parlant de Thatcher. Il parle juste de la guerre avec l'Argentine. Bon voilà, c'est ok, parce que ça menace la couronne. Mais voilà, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas creusé le personnage au niveau politique et qu'on se soit juste intéressé un petit peu à sa vie de famille. Voilà, c'est pas ultra intéressant quoi, je vous le cache pas. Une autre série que j'ai découvert récemment, il y a 2 saisons qui sont sorties, que j'ai beaucoup aimé, c'est The Alienist. Ça se passe à la fin du 19e siècle, donc il y a vraiment cette ambiance victorienne, voilà, mais ça se passe à New York, et c'est une histoire de tueurs en série. Les acteurs sont super, il y a Dakota Fanning, Daniel Brühl, voilà, qui est un super acteur, Luke Evans, voilà, c'est un espèce de trio de détectives, il y en a un qui est journaliste, une qui est détective, et l'autre qui est aliéniste justement, et voilà, ils enquêtent sur des meurtres, et chaque saison c'est une histoire différente. J'ai préféré la 2e saison parce que les meurtres sont plus glauques on va dire, et le méchant est vraiment, vraiment génial, et il joue trop bien. Voilà, c'est vraiment, si vous aimez ce côté un petit peu Jack l'Éventreur, c'est une série qui va vous plaire. En tout cas elle m'a fait vraiment penser à la série dont je vais vous parler maintenant, qui reprend un petit peu cette ambiance victorienne, et c'est une série que j'ai découvert cette année. Je suis tombé fou amoureux de cette série, c'est Carnival Row. Carnival Row reprend un petit peu cette ambiance victorienne, mais c'est un peu plus steampunk, et surtout ça se passe dans un monde fantastique. Carnival Row c'est aussi une histoire d'enquête policière, dans un monde steampunk du coup, mais qui est très sombre, très glauque, où il y a des guerres avec les royaumes des fées et tout ça, donc c'est un univers dans lequel il y a des personnages fantastiques, il y a des espèces de faunes, je sais plus comment ils les appellent, les costumes, les décors, les maquillages, c'est totalement incroyable, voilà, je passe ça rapidement, mais vraiment, la direction artistique de cette série, les musiques de cette série, mais je vous en mets un extrait là parce que mais à tomber par terre quoi. Et voilà, c'est Orlando Bloom et Cara Delevingne qui ont les rôles principaux, mais les histoires secondaires sont absolument passionnantes. Il y a une actrice qui s'appelle Tamzin Merchant qui a un rôle, qui joue une grosse raciste, et vraiment c'est génial quoi. Et Tamzin Merchant qui devait jouer au départ Daenerys dans Game of Thrones, dans l'épisode pilote, c'était elle qui jouait Daenerys et ils l'ont remplacée par Emilia Clarke. Voilà, je suis très triste parce que j'aime beaucoup Tamzin Merchant. Voilà, je la trouve très très chouette cette actrice, voilà. Et même Cara Delevingne, que je trouve très fade d'habitude, je trouve que son personnage est plutôt stylé, vraiment une chouette personnalité, un chouette développement. C'est une enquête policière, mais ça parle plus de racisme,
de ghetto, de choses comme ça. Enfin, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien écrit, les personnages sont vraiment vraiment attachants. C'est ma série coup de cœur de cette année, voilà, je pense que c'est dans mon trio des séries que je préfère. Le fantastique qui est utilisé pour parler de sujets très humains, de choses de société, mais il y a tout quoi, il y a même un peu de... Il y a du Lovecraft quoi, il y a du Cthulhu, il y a plein d'inspirations, tout roule, tout est nickel, rien à dire, série parfaite. Et dernière série qui s'est terminée en 2020, ultra stylée, Netflix, Dark, je vous en ai déjà parlé, franchement, troisième saison absolument parfaite. Peut-être un petit peu, il y a des petits moments un peu longuets vers la fin, mais vraiment, c'est une série qui parle de voyage dans le temps, c'était extrêmement compliqué, mais tu vois que tout a été pensé à l'avance, tout a été parfaitement écrit, il y a des personnages incroyables dans cette troisième saison, Eve, enfin, tous les acteurs sont juste géniaux, c'est incroyable cette série, juste incroyable, ça se boucle parfaitement, très très émouvant à la fin, ça parle allemand quoi, trop beau, enfin franchement lourd. Si vous connaissez pas Dark, foncez quoi. Ok les amis, on va donc pouvoir passer à mon top 10 de cette année, voilà les 10 films que j'ai préférés cette année. Et en 10ème position, on va parler de Antebellum. Antebellum, c'est un film que je suis allé voir 2 fois au cinéma parce que j'ai une copine qui voulait le voir et je suis retourné avec elle. C'est pas vraiment un film d'épouvante, je vais vraiment pas vous spoiler et aller trop loin dans les détails parce que c'est un film avec pas mal de facettes intéressantes à découvrir, voilà. Mais alors si vous voulez, c'est un film qui parle d'esclavage. Ne regardez pas la bande-annonce si vous l'avez pas vu, vraiment regardez pas la bande-annonce, je trouve qu'elle spoil beaucoup trop. Donc c'est un film qui parle d'esclavage, donc c'est à l'époque où il y a la guerre de sécession, et c'est une jeune femme qui va essayer de s'échapper du camp dans lequel elle a été faite prisonnière, elle va essayer de rejoindre le Nord. Bon, l'actrice est top, c'est une chanteuse apparemment que je connaissais pas trop, l'actrice est vraiment géniale, les musiques sont incroyables, pareil je vais vous mettre un extrait où je... Bon, elle est trop bien, je l'ai écouté en boucle en rentrant. Et alors ça fait pas peur, mais c'est vraiment, comment dire, angoissant, oppressant et malaisant. Enfin, il y a vraiment... C'est ça que j'aime bien avec ce film, c'est que le côté, on te met à la place de gens qui sont vraiment oppressés, humiliés, violentés, ça marche vraiment bien quoi. Vous voyez, il y a une ambiance dans ce film en fait, il y a vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. La première scène qui a un long travelling en avant comme ça dans la propriété sudiste, ça te donne le ton quoi, ça te donne le ton, tu te dis ok d'accord, je vois dans quoi je me suis embarqué. C'est difficile, j'arrive pas trop à vous en parler parce que j'ai pas trop envie de spoiler. Voilà, ça monte crescendo en tout cas, la fin est assez intense, super utilisation de la musique. Il y a quelques personnages qui servent pas à grand chose, notamment son amie qui est un petit peu forte, qui est un peu un comic relief, mais il y a un peu un passage à vide au milieu je trouve. Un passage à vide où tu attends que les choses arrivent, elles ont un petit peu de mal à arriver. Il y a un gros côté shock factor dans ce film, qui en fait un film d'épouvante, mais qui ne fait pas peur, hein, vous dites pas que vous allez flipper, mais qui est vraiment intéressant, vraiment chouette. J'ai l'impression de... je peux pas vous dire, vraiment, je peux pas vous spoiler, je peux vraiment rien dire sur le film, donc regardez-le, c'est une très chouette expérience, il y a plein de qualités dans ce film, vraiment, vous n'allez pas passer un mauvais moment, quoi. Voilà, après cette explication absolument pas claire, nous allons pouvoir passer au numéro 9. Le numéro 9, c'est très marrant parce que je l'ai vu hier, totalement par hasard. Ça s'appelle Uncut Gems. C'est totalement un ovni. Je savais pas trop ce que j'allais regarder. Alors c'est un film qui est sorti sur Netflix, qui est coproduit avec la boîte de production A24. Alors si vous regardez mes vidéos, A24, vous commencez un petit peu à connaître. A24, ils produisent des films qui ont toujours un parti pris de réalisation ultra radical. Et du coup, c'est super culotté à chaque fois. Souvent, ça passe ou ça casse. Il y avait Ghost Story que j'avais adoré, il y avait c'était l'année dernière le film dans le phare avec Willem Dafoe et Robert Pattinson qui était vraiment incroyable, mais il y avait par exemple le film Midsommar j'avais détesté par exemple. Au moins parti pris radical, voilà. Et Uncut Gems, déjà le parti est complètement fou. Je sais pas si vous connaissez Adam Sandler, il est vraiment connu pour faire des comédies américaines mais de merde, nul à chier, pas drôle et tout ça, et là il joue un bijoutier juif qui a eu une semaine de l'enfer en fait. Tout va partir en couille dans son travail. Et mais il joue trop bien. Mais vraiment j'étais choqué quoi, parce que je pense vous avez tous vu des espèces de best-of des pires moments de Adam Sandler dans le cinéma américain où il fait vraiment des comédies nulles à chier. Et là j'étais en mode mais t'es le boss en fait. Mais mec t'es un champion en fait, trop bien. Le mec joue trop bien. Uncut Gems, je vais pas vous spoiler non plus, je vais vraiment pas aller dans les détails parce que moi je trouve qu'on m'en avait trop dit. C'est une longue descente aux enfers en fait. C'est un bijoutier juste, je vous le disais, et tout va commencer à partir en couille. C'est un film qui dure 2h15 et qui va à fond, les ballons, ça va à balle, ça trace ta route à toute vitesse quoi. C'est Fast and Furious, les dialogues c'est
ça s'enchaîne, la caméra est hyper vive, hyper intense, ça s'engueule, ça se dispute, boum, ça coupe sur une autre scène, ça passe à autre chose. Où est mon machin? Il est pas là, ok, je vais le récupérer là-bas. Vraiment, les moments de respiration dans ce film sont très très rares. Moi, je me suis fait aspirer dans ce tourbillon. Alors, c'est long, le film prend ce parti-là de te dire, ok, ça va être long, mais on a plein de trucs à te montrer, plein de trucs intéressants. Chaque scène a son petit truc à raconter sur le tel ou tel personnage. C'est hyper cool, quoi. Enfin, vraiment, j'ai réussi à me plonger dans ce New York-là. Il y a une scène avec The Weeknd. Pour dire à quel point ce film part totalement en couille, il y a une scène avec... Il y a The Weeknd, il y a The Weeknd. Mais je me tapais des barres, vraiment j'ai explosé de rire dans la scène. C'est vraiment les montagnes russes et t'as pas mal de suspense quoi, parce que tu te dis putain mais ça part tellement en couille cette histoire. Y a rien qui se passe vraiment bien. Le truc que je trouve dommage, c'est que dès le début du film, il se passe des choses et t'as vraiment l'impression, en tant que spectateur, tu te dis attends, là il y a un truc qui va pas. Là, t'es en train de te faire entuber ou là il y a un truc un peu louche quoi. Il y a beaucoup de moments où tu te dis mais c'est louche la manière dont ça se passe, enfin il y a un truc qui va pas quoi. Et cette accumulation de trucs me faisait vraiment me dire qu'à la fin, en fait, il y avait une espèce de grosse machination contre ce mec-là. Ça aurait été une belle révélation à la fin de dire voilà, en fait, tu t'es fait manipuler parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et vraiment, j'avais le sentiment là de voir un gros truc catastrophique arriver. Et en fait, pas trop. En fait, ça va. Je vais pas dire que ça finit ultra bien, mais ça se passe tellement mal que tu dis que ça ne peut que partir en couille et du coup j'étais un petit peu déçu voilà, qu'il passe ce retournement de situation finale où on te dit voilà bah en fait t'as été manipulé, il y a eu ça, il y a eu ça. Bah, vous me direz ce que vous en pensez quoi, mais voilà, si vous avez envie de rentrer dans une espèce de tourbillon hallucinant que avec des scènes over the top et avec Adam Sandler qui joue trop bien et qui frappe The Weeknd, ce film est fait pour vous. Numéro 8. Numéro 8, c'est le film Exit. Alors je crois que c'est un film danois, j'ai pas envie de dire de la merde, ou suédois. Suédois? Non, je sais plus. Je crois que c'est danois. C'est un film danois. Exit, c'est l'histoire d'une journaliste qui va aller faire un petit reportage dans les tréfonds du sol, enfin je crois qu'elle est à 300 mètres sous terre, un truc comme ça. En fait elle va interroger les gens qui travaillent dans l'espèce d'énormes foreuses qui creusent les tunnels de métro. Sauf que dans Exit tout ne se passe pas comme prévu, il y a un gros problème et du coup elle se retrouve enfermée dans la tête de cette foreuse avec deux ouvriers à 300 mètres sous terre. Donc c'est un huis clos, clairement vous avez passé 1h30 avec eux dans ce truc là. Vraiment le côté claustrophobique mais marche tellement bien, c'est tellement de plus en plus oppressant, ça monte crescendo quoi, ça monte crescendo. Le film en lui-même je trouve vraiment bien, mais si je l'ai mis dans mon top c'est parce que la scène finale m'a vraiment mis dans un état, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça au cinéma quoi, le truc où vraiment c'est l'enfer quoi, c'est vraiment l'enfer. Je pense qu'on a tous imaginé vivre ça un moment dans nos vies, on s'est tous dit ah ouais les gens qui doivent vivre ça c'est vraiment horrible, mais le fait d'être dans le noir, dans une grande salle de cinéma dans le noir avec ces gens, dans cette dernière scène qui est vraiment insoutenable en fait, et apocalyptique et c'est dur à regarder putain, vraiment j'avais plus à respirer à la fin, vraiment le truc mais trop fort quoi, trop fort. Et juste pour cette scène finale voilà, ça vaut le coup quoi. Donc voilà, je ne veux pas vous en dire plus sur Exit, c'était un huis clos très stressant, vraiment en mode oppressant et claustrophobique. En numéro 7, le documentaire Petite Fille. Petite Fille, alors c'est sorti sur Arte, je sais pas comment vous pouvez le retrouver ce truc, je sais pas comment vous pouvez remettre la main dessus. Petite Fille c'est un documentaire sur Sacha, est une petite fille de 8 ans mais qui est née dans le corps d'un garçon. Voilà, donc ça parle de transidentité, ça parle des personnes qui sont transgenres, enfin qui ont une dysphorie de genre. Si vous voulez, j'avais déjà mon avis personnel là-dessus quoi, mais ce qui est vraiment génial dans ce documentaire c'est qu'on te montre la violence du monde adulte et de la violence de tous les gens qui s'abattent sur cette petite fille quoi, parce que Sacha c'est une fille en fait, dans sa tête c'est une fille, enfin même si les gens font des opérations à un moment dans leur vie, c'est pas ça qui va les rendre homme ou femme. Un homme qui fait une opération pour devenir une femme, c'était déjà une femme dans sa tête en fait, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Enfin vraiment c'est tellement touchant, cette gamine elle est tellement touchante, et de voir la détresse des parents qui sont des gens totalement lambda, pas forcément enfin oui vraiment c'est ça qui est chouette quoi, c'est une famille tout à fait banale et ils se retrouvent avec ce gamin qui est une fille en fait et qui s'est toujours ressenti comme fille, et c'est marrant parce que c'est trop beau quoi, le gamin à 4 ans quand on lui a dit qu'il pourrait pas être une fille il se mettait à pleurer, enfin, c'est ça qui est génial, c'est que t'as beau voir toutes ces personnes, les directeurs de l'école primaire, tous les gens qui sont hyper violents avec cette gamine, et Sacha j'adore parce que la seule manière qu'elle a de répondre à tout ça c'est mais je suis une fille en fait.
Hein, tu vois, c'est trop beau, putain, avec l'innocence de l'enfance qui te dit. Enfin, je m'en fous de ce que tu penses en fait. Juste, tu le vois dans la manière d'être de la gamine que c'est une fille quoi. C'est une fille et c'est hyper chouette de voir à quel point bah, sa famille, ils sont prêts à l'accompagner et en même temps ils savent que bah, elle va vivre des choses violentes parce que le regard des autres est déjà tellement violent à son âge que voilà, ça risque d'être très compliqué par la suite quoi. Et ouais, il y a des gens que t'as envie de tuer quoi. À un moment, ils te racontent une histoire avec la prof de danse qui est russe et qui lui dit qu'il l'éjecte de son cours en poussant Sacha et qui lui dit non on veut pas de ça ici. On n'a pas ça en Russie. Putain, j'avais envie de la tuer, bordel. T'as envie de passer à travers l'écran quand t'as dit ça et tu te dis mais tuez-les ces gens-là quoi. Si vous êtes pas à l'aise avec ces théories de personnes transgenres, de transsexuel, voilà tout ça. Parce que forcément, on a des a priori. On se dit que c'est un garçon qui a voulu changer de sexe et d'identité au fur et à mesure, mais c'est pas ça en fait. Et c'est vraiment un chouette documentaire pour vous montrer que juste la dysphorie de genre ça existe et c'est pas tes attributs physiques qui définissent qui tu es en fait. Ça se joue là, hein, tout se joue toujours là. Donc être une femme, contrairement à ce que veut nous montrer Miss France, c'est pas un petit cadre précis, normé, carré. Il y a plein de manières d'être une femme, il y a plein de manières d'être un homme. Enfin, c'est un très très chouette documentaire ce truc là. Vraiment si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement quoi. Petite fille, voilà ça s'appelle. C'est top. Numéro 6, c'est le film Invisible Man. Alors là, excellent. Excellent, moi j'adore tous les films de monstres, voilà, ça me fait penser, voilà, c'est les loups-garous, vampires, l'homme invisible, la momie, les vieux films de la Hammer et tout ça, voilà, c'est trop chouette. Et là, ils ont repris l'idée de l'homme invisible et ils l'ont associé à un concept que je trouve absolument excellent. C'est que l'homme invisible, c'est ton ex-conjoint ultra violent et ultra possessif. Et du coup, c'est Elisabeth Moss, qui est vraiment une actrice exceptionnelle, absolument incroyable, qui arrive à fuir ce mec-là qui est pervers narcissique et qui vraiment contrôlait tous les détails de sa vie, quoi. Et Elisabeth Moss, elle arrive à s'enfuir, sauf qu'elle commence à se faire harceler, violenter, et je ne vous dis pas ce qui se passe, mais par une présence invisible. Évidemment, personne ne la croit puisque c'est un homme invisible. Et vraiment, enfin, le concept est génial. Ça joue vraiment de manière exceptionnelle. Le seul petit défaut que je trouve au film, enfin, c'est pas un défaut, mais ça commence en fait comme un film d'épouvante. Et vraiment, c'est vraiment bien mené, c'est vraiment bien réussi. Dans la réalisation, c'est con, mais je trouve que l'homme invisible, ça marche vachement bien, quoi. Tu filmes juste une porte entrouverte qui donne sur du rien, et toi en tant que spectateur tu t'imagines tellement l'homme invisible qui est là, enfin le fait d'avoir une présence invisible qui pèse sur tout le film, dans chaque cadre, dans chaque plan qui est fait, tu t'imagines et tu vois l'homme invisible et ça te met une pression, c'est oppressant mais de fou quoi. Après la deuxième partie du film vire plus dans le thriller, c'est quand même très intéressant, c'est très bien foutu, mais j'aurais préféré que ça reste dans le truc un peu épouvante. C'est très bien, il y a un beau message féministe derrière, bien foutu, franchement ouais, belle découverte, je m'attendais vraiment à un film de seconde zone, un film un peu pété, j'ai trop kiffé quoi. Trop kiffé Invisible Man, matez-vous ça, c'est vraiment top. Numéro 5, c'est le film Soul. Soul qui est sorti sur Disney+, bah là, le 25 décembre, à la fin de l'année. Donc c'est un film Disney Pixar, pas Disney, parce que Disney... que Disney... On en reparlera si vous voulez dans le flop film. Ah, mais du coup, Soul, tu sens plus la patte Pixar, quoi. Très belle histoire. Pareil, moi je suis allé à New York cette année, donc ça me fait comme dans Uncut Gems. J'aime beaucoup la manière dont est montré New York. C'est l'histoire d'un prof, d'un homme dont le but dans la vie c'est la musique, c'est ça, voilà. Comment dire sans spoiler? Il lui arrive un drame, cet homme, dans sa vie, et il se trouve que son âme rejoint le monde des âmes. Je trouvais que la direction artistique de tous les moments réalistes du film au début était vraiment chouette. Alors quand tu arrives dans le monde des âmes, mais vraiment j'étais sur le cul et c'est pour ça que je pense que je le mets aussi haut ce film dans mon classement. Parce que la direction artistique de ce film est absolument exceptionnelle quoi. Le design des âmes est magnifique, les espèces de monstres quantiques, enfin j'avais limite envie d'applaudir quoi, enfin, j'avais des réactions, enfin j'étais pas en mode passif à regarder, j'étais là, waouh, je trouvais ça incroyable, quand il arrive dans une espèce de grande galaxie avec ce gros rond blanc qui aspire toutes les âmes, waouh, c'était juste exceptionnel quoi. L'histoire est très bien, elle est très belle, mais moi vraiment c'est les voix, les doubleurs, je l'ai regardé en anglais évidemment, hein, les doublages, et c'est un très beau film, il y a plein de bons sentiments, les séquences émotions marchent très bien, enfin voilà, je trouve que c'est une réussite totale, même dans le monde réel, la caméra est tellement devenue fluide, quand je repense au Pixar du début, je pense que la technique empêchait d'avoir cette fluidité de caméra, enfin
t'as presque l'impression de regarder un vrai film quoi. Sauf que c'est des personnages animés, mais t'as cette sensation là de plus en plus réaliste du dessin animé, voilà. Et les designs, je trouve, sont vraiment exceptionnels, les visages, je trouve que tous les films, souvent Disney Pixar, les personnages se ressemblent de plus en plus, tout a été lissé, et là il y a une vraie création, il y a une vraie idée, vraiment des super scénaristes derrière. Le film aurait pu être plus haut, mais ça m'a fait un peu trop penser à Lao, il y a un peu trop de Lao dedans, il y a un peu trop de Lao et il y a un petit peu trop aussi de Nemo. Moi j'adore Nemo, je suis ultra fan, mais vraiment le duo, le père de Nemo, Dory, on le retrouve vraiment là, quasiment de la même manière quoi. Enfin c'est un peu un ersatz. C'était un petit peu dommage. Enfin j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça et après voilà il y a quand même une très belle relation entre les deux personnages principaux qui sont le personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle, et 22. J'aime beaucoup 22. Voilà je trouve très chouette ce personnage. Voilà enfin c'est un petit bonbon quoi, c'est cadeau, c'est Noël, matez-vous ça. Y a rien à dire quoi. Soul, voilà belle perf. Pixar quoi. Pixar les gars sont encore là, voilà, ils posent leur corps revêt sur la table, c'est toujours aussi stylé. Soul. Numéro 4, c'est La Passion qui revient. C'était un des premiers films que j'ai vu cette année, une énorme claque, 1917 de Sam Mendes. Sam Mendes, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a touché à plein de trucs, qui a fait plein de trucs vraiment super chouettes, notamment un de mes films préférés qui s'appelle American Beauty. Et Sam Mendes, là, il a décidé de faire un film de guerre qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et qui a le parti pris de donner l'illusion d'un seul plan séquence. Voilà, c'est ce qui est un petit peu au cœur du film. Quand je dis que c'est l'illusion d'un seul plan séquence, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de coupe, mais en fait il y en a 18 je crois, un truc comme ça, parfois elles sont hyper subtiles, moi j'en avais vu que 6 ou 7 je crois, parce que vraiment maintenant avec le travail de l'image de synthèse et tout ça, on les voit vraiment pas ces coupes. Et donc c'est l'histoire de deux jeunes soldats qui sont envoyés sur le front, c'est un espèce de contre-la-montre, ils doivent réussir à prévenir des généraux d'empêcher une attaque qui en fait est un espèce de guet-apens qui est un piège et il y a plein de soldats qui vont mourir. Je pense que ce film aurait été numéro 1 clairement si vraiment ça avait été qu'un seul plan séquence. Là je trouve qu'il y aurait vraiment une performance exceptionnelle. Après le plan séquence, il y a déjà eu pas mal de films assez marquants qui l'ont utilisé, je pense à Snake Eyes, je pense, enfin voilà. Il y a plein de films avec un plan séquence à l'intérieur qui est assez impressionnant. Un petit peu déçu que ce soit autant coupé ce plan séquence. Évidemment techniquement j'imagine bien que c'est difficile à produire parce que si quelqu'un se casse la gueule au mauvais moment, bah t'es reparti pour une journée de tournage. Puis là il y a des explosions, enfin il y a des gros effets quoi, il y a des éléments, des événements assez spectaculaires. Mais voilà, je pense que ça aurait été vraiment un film exceptionnel s'il avait fait ça. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais pourquoi le plan séquence, quel intérêt ça a de faire ça si ce n'est pour la performance. Bah pour le coup ça se marie vachement bien avec le scénario parce que comme c'est un contre-la-montre, le fait que ce soit en plan séquence, on donne l'illusion qu'on ne coupe jamais la caméra, et ben ça fait qu'on ressent vachement, seconde après seconde, ce que sont en train de vivre ces deux personnages. En fait, on est avec eux du début à la fin, en non-stop, on vit leur montée de tension. Ce qui n'aurait pas été possible si les plans avaient été coupés, si par exemple on sautait d'une scène à l'autre. Vraiment de vivre avec eux ces événements seconde après seconde, bah forcément ça fait que vous êtes pris dedans quoi. Ça donne un rendu du coup extrêmement réaliste, vous avez vraiment l'impression d'être plongé dans la Seconde Guerre mondiale, quand vous avancez dans les tranchées avec eux, enfin ça te sort un peu de ce côté cinématographique, ultra filmique, pour te plonger dans une espèce de forme de réel, et ça te permet vraiment de vivre ce qu'ils vivent quoi. À la fin franchement j'étais plus du tout dans l'analyse, j'étais plus en mode ouais le plan il est comme ça, non, j'étais en train de gueuler, j'étais là cours, vas-y mais cours, putain donne tout. T'es accroché avec eux quoi, t'as qu'une seule envie, c'est que ça avance et qu'ils y arrivent, et le contre-la-montre marche tellement bien, enfin cette notion de temps qui passe et de traitement du temps est super bien faite avec ce film quoi. Il y a plein de belles scènes, c'est hyper bien mis en scène, il y a des scènes vraiment intenses, c'est super bien écrit, les deux acteurs sont top, la manière millimétrique dont ont été composés les plans, ont été pensés les dialogues et tout ça, la caméra qui passe tel personnage à partir du moment où il a dit telle phrase, c'est très bien pour les gens qui s'intéressent pas trop à l'aspect technique du cinéma. Voilà, essayez de... Je pense que c'est un film qui va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous ressentez en regardant un plan séquence et de pourquoi ça vous fait ressentir ça. J'aime beaucoup le parallèle entre le plan de début, le plan de la fin, tout est nickel quoi, voilà. On va pas cracher dans la soupe, c'est un très beau, très grand film 1917. Numéro 3, on est sur le podium, ça y est, les 3 films préférés de 2020. Numéro 3, c'est aussi un film qui a pour contexte la guerre, c'est un vrai coup de cœur de cette année, c'est Jojo Rabbit. Alors j'ai été très frileux, j'y suis vraiment allé à reculons quand j'ai appris le pitch de base, et puis j'étais pas très fan de ce qu'avait fait le réalisateur Taika Waititi avant. Et il avait fait un faux documentaire sur une colocation de vampires qui s'appelle What We Do in the Shadows, qui est vraiment très bien, très drôle, et je suis content parce que j'ai vraiment retrouvé cet humour là qui m'avait vraiment tapé dans l'œil quoi. Jojo Rabbit, c'est l'histoire d'un
petit garçon qui est embrigadé, enfin qui fait partie des jeunesses hitlériennes, donc à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et Jojo Rabbit, il a pas confiance en lui, il a un petit peu de mal avec ce monde qui l'entoure. C'est un gamin qui a un peu de mal à se dévoiler, du coup il s'est inventé un ami imaginaire, sauf que cet ami imaginaire, c'est Hitler, voilà, le copain qui s'est inventé, bah, c'est Hitler qui essaie de booster, de lui donner des conseils dans la vie. Bon, vous imaginez bien avec les horreurs que peut dire Hitler. C'est un très très beau film, c'est très très drôle. Vraiment, je ris pas souvent au cinéma, je le dis souvent. Et là, je me suis claqué, mais des barres, mais incroyables. Parce que vous avez vraiment cette espèce de double discours où le film est vu du coup du point de vue d'un enfant donc qui enjolive tout, qui trouve que tout est beau. Alors qu'en même temps, vous sentez qu'en sous-texte, ça parle de sujets très graves et très durs. Un gamin qui réalise pas vraiment ce qui se passe autour de lui, qui idéalise la chose, qui idéalise le nazisme, enfin c'est très drôle quoi. À un moment, on lui dit, mais Jojo, non, t'es pas nazi. Bah si, je suis nazi, attends, j'adore les croix gammées. Bah, voilà quoi, c'est un gamin qui réalise pas vraiment ce qui est en jeu. Et du coup, la réalisation est vraiment bien pensée, vraiment belle, parce qu'elle s'adapte à cet univers un petit peu imaginatif et imagé que peut avoir un enfant quoi. C'est pas du tout filmé de manière réaliste. Il y a vraiment un côté un peu cartoon qui est très sympa. Et toujours avec ce sous-texte un peu glauque. Il y a une chef SS qui donne une grenade à un gamin et qui lui dit tiens, va faire un câlin aux soldats américains là-bas. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Enfin, c'est hyper drôle et en même temps c'est ultra violent. C'est Taika Waititi, le réalisateur du coup qui joue Hitler. Il est vraiment excellent. Enfin vraiment, c'est une telle belle découverte. Et puis c'est beau, putain, c'est un feel good movie ce truc. Alors ça, il y a des hauts et des bas. Vous allez voir, je vous dis, quand ça parle des sujets dramatiques, ça on parle avec aplomb. Enfin ça, moi j'avais un peu peur de ça, que on traite le mode le nazisme et tout ça un petit peu par-dessus la jambe, que ce soit un peu ah c'est rigolo, son ami imaginaire c'est Hitler, voilà, on a fait un truc un petit peu rigolo. Non, ça se sert de ça en fait pour parler de sujets profonds qu'on connaît tous quoi, voilà, la traque des juifs, et la fin tellement chouette. Jojo il va grandir avec cette expérience là quoi, il va grandir, c'est aussi ça, c'est le passage de un peu de l'enfance à l'adolescence, voire même de l'adolescence à l'âge adulte. Non mais franchement, Jojo Rabbit quoi, j'ai envie de le revoir. Rien que de vous en parler, j'ai envie de le revoir tellement... Ça m'a vraiment fait penser à La vie est belle, avec ce super acteur qui est dans un camp de concentration et qui fait croire à son gamin que c'est un camp de vacances. C'est vraiment le même type de feeling que j'ai eu avec ce film. Incroyable Jojo Rabbit, incroyable. Numéro 2, mais quel coup de cœur numéro 2, c'est Drunk de Thomas Vinterberg. Thomas Vinterberg, c'est un réalisateur danois qui a fait tous ses films, j'adore. Il a fait notamment un de mes films préférés qui s'appelle Festen. C'est un très très grand réalisateur qui a fait plein de films très différents, vraiment excellent. La Chasse qui était également avec l'acteur principal qui est dans ce film, qui est Mads Mikkelsen, c'est un de mes acteurs préférés, qui a je trouve un charisme incroyable. Drunk, c'est l'histoire de 4 collègues qui sont tous profs dans un lycée je crois, qui décident de mettre en place une théorie comme quoi il y a un philosophe, je sais plus qui avait dit qu'il faudrait constamment vivre avec 0,4 g d'alcool dans le sang, quelque chose comme ça, pour vraiment vivre sa meilleure vie quoi, voilà. Et donc c'est très drôle parce que ces 4 professeurs sont absolument constamment totalement déchirés ce qui donne évidemment lieu à des situations très très drôles. Et en même temps c'est un film qui parle vraiment de la crise de la quarantaine, et c'est comme dans Jojo Rabbit, tu rigoles vraiment beaucoup de ce qui est en train de se passer, et en même temps le film arrive à te faire ressentir qu'en sous-texte, bah il y a un malheur profond quoi, il y a une tristesse de ces personnes là qui essaient de redonner du peps à leur vie parce qu'ils sont sur la pente descendante, ils ont peut-être l'impression qu'ils sont enfermés dans leur vie, voilà, la crise de la quarantaine quoi. Vraiment c'est beau, c'est touchant, c'est excellent, et la réalisation n'est pas du tout anodine, c'est pas du tout passif, il y a vraiment, je trouve, dans le choix des plans, dans le choix des cadres, une ambiance qui se dégage de ce film et qui est à nul autre pareil, qui vraiment est ultra particulière à ce film là, que c'est beau, que ça joue bien, que c'est intéressant sur ce que ça dit sur l'être humain, les musiques. Mais qui a vu ce film et en rentrant chez lui n'a pas couru pour écouter les musiques de ce film? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Incroyable, il n'y a pas une musique qui passe à côté, bah, tout est ouf, ça te donne une banane ce film, en même temps ça te fait passer, c'est un roller coaster, t'es ému, tu ris, c'est triste. Il y a même des fois quelques scènes que je trouve un petit peu forcées. À la fin, Mads Mikkelsen il se met à danser, et t'es là, ah c'est un truc que j'ai déjà vu dans d'autres films. Et en même temps c'est tellement prenant avec la musique, t'es tellement avec ce personnage. Enfin, j'ai beaucoup de recul souvent par rapport au film. Il y a des films dont
c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait que le film arrive à me happer dans son histoire, arrive à me sentir proche de ses personnages, arrive à me faire croire à ce qu'ils sont en train de vivre. Waouh, c'est une bouffée d'air frais ce film dans le cinéma. Enfin, je crois que c'est le film qui a le plus marché de ce réalisateur. Je suis content si ça permet aux gens de découvrir ce réalisateur et ce qu'il fait. C'est vraiment incroyable quoi. Voilà. C'est toujours des pavés dans la mare ces films. C'est toujours intéressant, pertinent, ça a de la gueule, c'est bien filmé, il y a des bonnes idées derrière. Drunk de Thomas Winterberg, ne ratez pas ça quoi. Ne ratez pas ça. Vraiment, ce film aurait pu être numéro 1. Ce film, je ne lui trouve quasiment aucun défaut. Il aurait clairement pu être numéro 1 si il n'avait pas été détrôné par mon monument de l'année 2020. C'est vraiment la fois où je tremblais dans mon siège. J'étais vraiment tellement pris dans ce film. Mon numéro 1, c'est Tenet de Christopher Nolan. Ah, je sais! Calmez-vous! Je sais qu'il y a débat et que c'est un peu un film, soit t'as adoré, soit t'as détesté. Et ben voilà, moi j'ai vécu mon expérience la plus exceptionnelle de cette année avec Tenet. C'est un chef-d'œuvre, voilà, il y a beaucoup de défauts, je vais y revenir, mais ça m'a tellement embarqué, ça m'a tellement pris, j'ai trouvé ça tellement excellent que je suis prêt à lui pardonner absolument tous les défauts. C'est un film qui est extrêmement obscur, extrêmement, comment dire, éclectique, cryptique, voilà. C'est un film cryptique, c'est un film très compliqué à aborder parce qu'il a un concept extrêmement complexe qui n'est pas explicité de manière très claire. Donc c'est un film qui est pas évident à appréhender, mais ça me fait vraiment penser à Memento, un des premiers films de Christopher Nolan qui est un de mes films préférés aussi, où c'est le film, tu vois toutes les séquences mais depuis la fin. Et tu remontes dans le film comme ça parce que c'est un personnage en même temps qui perd la mémoire. Voilà, c'est des films avec des concepts de base qui sont très difficiles à appréhender et c'est au fur et à mesure que le film avance que petit à petit dans ta tête tu vas réussir à débloquer les clés qui vont te permettre de comprendre les choses. Si vous voulez, c'est un film d'espionnage, c'est comme un James Bond, je trouve que c'est aussi kiffant qu'un James Bond mais avec un high concept. Voilà, c'est comme ça que je pourrais vous le vendre. Le high concept, c'est que il y a une machine qui s'appelle le tourniquet. Quand tu rentres dedans, tu en ressors à l'envers. C'est pas clair, c'est pas clair du tout. Grosso modo, c'est deux timelines qui se rejoignent, sauf que les personnages qui ressortent du tourniquet vont voir les autres se déplacer dans l'autre sens. C'est une utilisation du voyage dans le temps, moi je trouve qui est hyper intéressante, mais surtout qui est hyper cinématographique et visuelle. Je trouve que visuellement, mais ça déboîte tellement, ça donne lieu à des séquences, mais vraiment, je trouve ça incroyable. Où t'as un personnage qui se bat à l'endroit contre un personnage qui se bat à l'envers. Bah, la Corée est tellement ouf, tellement cool, les bagnoles qui se retournent à l'envers sur l'autoroute. Voilà, c'est juste ouf. Alors, c'est clair que ça t'explose le cerveau, quoi. Mais je trouve que le film, s'il est très énigmatique au début, il revient sur des séquences que tu as déjà vues et là ça t'apparaît vachement plus clair et tu comprends ce qui se jouait dans la scène. Un petit peu comme le personnage en fait qui au début face à ces événements de science-fiction est totalement perdu et un peu largué et petit à petit plus le film avance, plus tu commences à cerner, à appréhender ce monde là et ça j'adore ça. Un truc qui te fait petit à petit comprendre ce qui se passe. Alors je suis d'accord, je trouve que le film manque, il y a un bon quart d'heure pour développer les explications, pour vraiment réussir à appréhender le film parce qu'en plus le film va à fond les ballons. C'est clair que si vous regardez ça en même temps que vous regardez votre portable, c'est pas possible. Si tu clignes des yeux au mauvais moment, t'es complètement perdu. C'est un film qui demande toute ton attention, qui te demande au moment où ça commence d'être ultra concentré. Mais après, quel grand 8 quoi, quel grand 8 à la bataille de la fin où il y a une armée qui attaque à l'endroit, une armée qui attaque à l'envers en même temps. Wow, mais c'était totalement ouf, il y a un immeuble qui explose à l'endroit et qui explose à l'envers. Une bonne image de ce qui va se passer avec votre cerveau, cet immeuble là. Là pour le coup quand ça s'est passé j'étais en mode ah ouais non attends là je suis largué quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut plusieurs visionnages pour le comprendre ce film. Je pense que ça a dû influencer sur votre expérience. Voilà, je vais pas être en mode, je veux pas faire le gars qui se la pète, qui est ultra intello. Mais moi j'ai compris le film la première fois parce que en même temps j'étais ultra concentré. Et en même temps tant mieux, enfin je trouve qu'on est vraiment dans une époque où tous les films te donnent la bonne information au bon moment, où t'es totalement passif, t'es complètement spectateur. Alors que là c'est un film qui va booster ton intelligence visuelle, ça va te demander de faire fonctionner ton intelligence visuelle, voilà. C'est un film qui explore, c'est ça que j'aime dans le cinéma, putain le cinéma c'est une aventure. Là ça explore un champ de possibles, un champ de cinéma, un champ visuel que j'avais jamais vu avant quoi. Tellement bien pensé cette histoire de base. J'en peux plus de ces films qui te laissent ultra passif, qui te stimulent pas en fait. Alors que des séries par exemple comme Dark, tout se fait dans ta tête, Dark, tous les liens se font dans ta tête. C'est parfaitement écrit pour que tu comprennes les bonnes choses au bon moment. Je dois avouer que dans Tenet, j'ai l'impression que le montage est un peu trop violent et que ça peut paraître un petit peu obscur. Voilà, je l'accorde et le film n'est pas exempt de défauts. Il
et Kenneth Branagh qui joue le russe, il joue ultra mal, enfin, le méchant est vraiment catastrophique. Il y a des éléments à droite à gauche, il y a une scène sur un bateau qui file à toute vitesse. À part pour faire un étage de pognon un petit peu en mode James Bond, ça aurait pu être tourné dans une chambre, ça n'aurait rien changé quoi, voilà. Et il y a des trucs qui vont pas, genre à un moment ils disent à une nana, écoute, si tu fais ça, avant que je te donne le top, le monde est détruit. Voilà, le monde est détruit, ok? Donc tu le fais pas, ok? Tu le fais pas. A few moments later. Mais putain! Pourquoi tu l'as fait? En plus, il suffisait de mettre ce personnage-là dans une situation de danger pour qu'elle fasse cette action. Malgré elle, voilà, le film aurait totalement pu s'en sortir comme ça. Mais si vous voulez, j'ai passé un tel bon moment, ça a été une telle aventure, ça a été tellement exceptionnel que je suis prêt à tout lui pardonner à ce film en fait. Je suis prêt à tout lui pardonner, je trouve que l'acteur principal est super. Moi je trouve ça cool que son personnage n'ait pas de nom, qu'on l'appelle le protagoniste. Et c'est le fils de Denzel Washington, ce que je ne savais pas. Matez-vous Tenet, c'est un bel ovni, une belle vision du cinéma, une belle exploration du temps, de l'image, de quelle claque ça a été pour moi. Je suis content parce que je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde et je vois quand même qu'il y a un enthousiasme autour de ce film et je me dis je suis pas tout seul quoi. Vraiment j'ai vibré sur mon siège comme je n'avais pas vibré depuis très très longtemps. Voilà les amis, j'espère que ce top 2020 vous a plu. Évidemment on se revoit l'année prochaine et on se revoit sinon très vite pour le flop film de cette année 2020. Et croyez-moi, des films de merde, il y en a eu aussi.